Voyons ce que cache réellement votre silence, monsieur Whittaker. Vivian Rhodes murmura ces mots, sa voix à peine audible sous le doux ronronnement de la climatisation du salon exécutif. Il était presque minuit. Les gratte-ciel de Manhattan clignotaient de lumières lointaines, tels des témoins silencieux de son expérience. La baie vitrée derrière elle reflétait une femme qui ne ressemblait en rien à la PDG présentée dans Forbes 6 mois plus tôt. Pas après un scandale de détournement de fonds de 8 millions de dollars, et pas après avoir été prise au dépourvu par son conseiller le plus fiable. Ce soir-là, elle ne portait pas de talons hauts ni de tailleur qui lui donnait une confiance, juste un pull en cachemire bleu marine, un jonc et de la fatigue. Elle y était allongée sur le canapé en cuir, un bras posé sur ses yeux comme si elle dormait profondément. Une couverture en cachemire douce était négligemment jetée sur ses jambes, mais tout le reste, le portefeuille à moitié sorti de son sac. L'épaisse enveloppe marquée « Confidential Rhodes Tech Legal Counsel » laissée sur la table basse et la pile bien rangée de billets de 100 $ en dessous n'était pas là par hasard. C'était un appât. Et l'homme qu'elle attendait n'en avait aucune idée. Graham Whittaker, le concierge. Elle l'avait remarqué depuis des mois. Il évitait le contact visuel, ne participait jamais aux discussions à la cafétéria et marchait comme un homme qui avait l'habitude de porter l'autorité sur ses épaules. Trop calme, trop parfait. Quelque chose chez lui ne lui plaisait pas, et après sa dernière trahison, elle avait appris une vérité. La confiance se gagne par la tentation. À minuit 7 précisément, la lumière du capteur s'alluma. Des pas, délibérés, sans hâte, entrèrent dans le salon. Vivien lutta contre l'envie de jeter un coup d'œil à travers ses cils. Elle entendit le chariot grincer doucement, puis s'arrêter. Silence, une longue inspiration mesurée, puis à nouveau des pas, plus proches cette fois. Elle pouvait sentir l'air changer. Qui que ce soit, il la fixait du regard. Le cœur de Vivien s'emballa. Allait-il prendre l'argent, ouvrir le dossier? Au lieu de cela, elle entendit un léger bruissement. Un livre, épais et relié, fut posé délicatement sur l'enveloppe exposée, comme pour la protéger de la pièce. Le bruit du tissu frottant contre le canapé. Puis un poids surprenant s'installa sur ses épaules. Une veste, sa veste. Elle sentit sa chaleur s'infiltrer et huma la légère odeur de cèdre et de lessive en poudre. Puis un murmure si doux qu'il lui coupa le souffle. « Qui que tu sois, tu mérites quand même de dormir en paix. » Elle ouvrit les yeux à la seconde où la porte du salon se referma. La pièce était à nouveau vide, mais l'air ne l'était pas. Il était chargé. Elle s'assit lentement, sa veste toujours autour d'elle. Ses doigts trouvèrent l'intérieur du col. Pas d'étiquette, rien qui permette de le retracer. Viviane fixa le livre qu'il avait laissé. Un recueil de poèmes de Whitman provenant de l'étagère de la salle de pause qui cachait désormais des secrets valant des millions. Elle murmura, sans s'adresser à personne d'autre qu'à elle-même. Cet homme n'est pas un concierge. Le lendemain matin, Manhattan retrouva son rythme habituel, avec ses klaxons de taxi, le tintement des tasses à espresso et les assistants marchant d'un pas rapide, un casque Bluetooth collé à l'oreille. Mais Vivian Rhodes n'était pas dans son bureau d'angle. Elle était assise seule dans les archives des ressources humaines, feuilletant les dossiers internes des employés sur une tablette cryptée. Son assistant avait essayé de l'arrêter. « Madame, ce n'est que la liste des concierges. Cela ne vaut pas la peine que vous y consacriez votre temps. » Mais elle l'avait congédié d'un regard qui disait « Essaie donc, cherche Graham Whittaker. » Aucune université mentionnée, aucune référence, aucune présence en ligne. Note de candidature. Recherche un poste de nuit tranquille, flexible, à une fille. Pas de téléphone. Qui à Manhattan n'a pas de téléphone? Il a postulé il y a 2 ans. Depuis, aucune plainte, aucun incident, rien. Juste un fantôme qui vidait les poubelles et réparait les lumières qui clignotaient. Mais ce n'était pas cela qui la dérangeait. C'était ce que montrait la vidéo de surveillance interne. Graham ajustant un cadre incliné dans le couloir, ce qui ne faisait pas partie de son travail. Graham laissant une serviette sèche dans la cuisine les jours de pluie. Graham aidant une employée de la cafétéria à se relever après s'être tordu le poignet, loin des regards et sans le signaler. Pas de grands gestes, juste une décence invisible. Ce qui la rendait encore plus furieuse. Dans cet immeuble, personne ne faisait preuve de gentillesse en silence, à moins d'avoir quelque chose à cacher. Elle appuya sur un bouton. « Donnez-moi la liste de tous les emplois qu'il a occupés avant Rhodes Tech. » 5 minutes plus tard, aucun antécédent professionnel n'était enregistré. Ce soir-là, le salon exécutif semblait plus froid. Vivien se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, sa veste toujours pliée sur le canapé.
Son regard se posa sur son reflet, sa mâchoire anguleuse, ses yeux fatigués et l'armure invisible qu'elle portait depuis la trahison. « Il a réussi le test », marmonna-t-elle, ne sachant toujours pas si cela la soulageait ou l'irritait. Mais cela signifie simplement qu'il est plus doué pour jouer le long jeu. Elle se retourna vers le canapé, jeta un nouveau coup d'œil à la veste, puis, presque impulsivement, la saisit et descendit le couloir sur 15 étages. Les quartiers du concierge étaient nichés près de l'entrée de service, interdite à la plupart des cadres. Vivien s'arrêta, puis frappa une fois. Pas de réponse. Elle leva la main pour frapper à nouveau, mais la porte s'ouvrit d'elle-même. Graham se tenait là. Pas d'uniforme, juste une chemise grise unie et un vieux jean. Ses yeux, gris-bleu, fixes, indéchiffrables, clignèrent une fois de surprise. « Je crois que tu as laissé ça », dit-elle froidement en lui tendant la veste. Il ne la prit pas immédiatement. Il se contenta de la regarder avec une patience qui lui donna l'impression d'être observé. « Je pensais que vous dormiez », dit-il. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle demanda « Pourquoi avez-vous couvert le dossier ?» Graham pencha légèrement la tête, puis prit finalement la veste. « Parce que parfois, le monde vous met à l'épreuve », dit-il doucement. « Et le réussir est la seule chose qui vous permet de dormir la nuit. » Viviane n'était pas préparée à cela. Ces mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne le laissa paraître. Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta sur le seuil. « Vous êtes un mystère, monsieur Whittaker. » Il lui adressa un léger sourire. « Parfois, les gens veulent juste nettoyer le sol et rentrer chez eux. » Elle l'observa encore un instant. « Non, dit-elle finalement. Ce n'est pas vrai. » Sur ces mots, elle s'éloigna, ses talons claquant dans le couloir, chaque pas résonnant plus fort que le précédent. Derrière elle, Graham ferma la porte, mais pas avant d'avoir murmuré. Et parfois, les gens font semblant de dormir parce qu'ils ont peur de se réveiller. Personne n'est aussi invisible, à moins d'avoir passé sa vie à essayer d'être Vivian Rhodes. Le bourdonnement du projecteur de la salle de conférence projetait de douces ombres sur le visage de Vivian Eyre, alors qu'elle fixait le dossier personnel numérique de Graham Whittaker. Vide. Pas littéralement, mais presque, au point d'en être insultant. Le directeur des ressources humaines, un homme nerveux d'une quarantaine d'années nommé Kevin, qui avait tendance à transpirer à travers son col, s'éclaircit la gorge pour la deuxième fois. « Comme vous pouvez le constater, madame, il n'a rien à se reprocher. Aucune sanction disciplinaire, aucun retard, aucun arrêt maladie. Il pointe comme une horloge depuis 26 mois. Il cotise à son plan d'épargne retraite. Il a une assurance maladie pour lui et sa fille. C'est tout ce que nous avons. » Vivien ne leva pas les yeux. Son regard suivait l'écran comme s'il allait soudain révéler quelque chose de caché à la vue de tous. « Aucune empreinte numérique ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. Kevin hésita. « Je veux dire, pas de réseaux sociaux, pas de LinkedIn, pas de Facebook, rien qui soit indexé publiquement, pas même un dossier scolaire. Il a mentionné des diplômes GED, mais nous n'avons pas pu vérifier que le centre d'examen avait fermé il y a 5 ans. » Viviane finit par tourner la tête. « Et rien de tout cela ne vous a inquiété ?» Kevin se déplaça. « C'est un concierge, madame. » La voix de Vivien baissa d'une octave, calme, contrôlée, dangereuse. « Non, Kevin. C'est un homme sans aucun historique numérique, sans anciens employeurs que nous pouvons vérifier, et avec suffisamment d'intuition pour détecter une vulnérabilité logicielle que mon propre service informatique n'avait pas remarquée. Ce n'est pas un concierge, c'est un point d'interrogation. Et je ne dirige pas une entreprise qui laisse traîner des points d'interrogation. » Elle se leva et prit son blazer. « Apportez-moi les enregistrements de vidéosurveillance des 60 derniers jours. Tous les couloirs, toutes les pièces qu'il a nettoyées. » Kevin pâlit. « Toutes. » Vivien acquiesça. « Commencez par les nuits. Il est plus honnête quand personne ne le regarde. » 2 heures plus tard, Vivien était assise seule dans son bureau, regardant les images muettes sur un grand écran. Pas de son, juste des images de Graham, les unes après les autres. Il ne regardait jamais les caméras, ne traînait jamais, ne prenait jamais d'appels téléphoniques, ne discutait pas avec les autres employés à moins qu'il n'engage de la conversation. Mais il remarquait tout. Dans un clip, un prise encadré pour les technologies de la santé accroché au mur du couloir était de travers après qu'un stagiaire l'ait heurté. Plus tard dans la nuit, Graham passa devant. Il s'est arrêté, a redressé le cadre d'exactement 1 centimètre, puis a continué son chemin. Dans un autre extrait, une tempête avait laissé des flaques d'eau près de l'entrée de la salle de pause. Graham a bien sûr essuyé le sol, mais il a ensuite pris 2 serviettes propres dans son chariot et les a laissées plier près de la porte avec une note manuscrite. « Pour les chaussures mouillées, restez prudent.
Elle a rembobiné cette vidéo et s'est arrêtée sur l'écriture manuscrite. Elle était soignée, nette, comme celle d'une personne formée à la mise en forme de rapport. Trop soignée pour un concierge. Pensez-vous que cette écriture manuscrite soit un indice qui le trahit? Écrivez brièvement votre opinion dans les commentaires. Je sélectionnerai la meilleure réponse. Vidéo suivante. Enregistrée vendredi dernier à 21h43. Caméra de la cafétéria. Une employée de cuisine a glissé et s'est agrippée au poignet, grimaçant de douleur. Graham, qui poussait déjà son chariot à proximité, l'a remarqué. Il l'a aidée à s'asseoir sur une chaise, a enroulé une serviette avec de la glace autour de son poignet, a dit quelque chose, puis s'est éloigné. Aucun rapport, aucun incident enregistré. Viviane s'est adossée à sa chaise, l'esprit en ébullition. Elle n'était plus seulement intriguée, elle était troublée parce que tout chez lui était trop intentionnel. Son silence, son invisibilité n'étaient pas des signes de simplicité. C'était une stratégie, et une stratégie impliquait un but. Elle appuya sur l'interphone. « Lydia, dit-elle, récupère les journaux d'accès internes des 6 derniers mois. Je veux voir tous les systèmes que Graham a pu toucher. Salle de serveur, panneaux de maintenance, même les placards de fourniture des concierges, avec les routeurs réseau. S'il a déplacé des données ou laissé des traces, je veux le savoir. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Oui, madame, » répondit Lydia. Vivien resta immobile un instant après avoir raccroché. Puis, presque distraitement, elle murmura « Que caches-tu, Graham ?» Ce soir-là, Vivien se tenait dans l'ombre près du parking, les bras croisés sur la poitrine. Il était presque 23 heures et l'air froid de Manhattan la transperçait à travers son manteau. C'est alors qu'elle l'aperçut. Graham sortait par la porte latérale réservée au personnel. Il portait un sac en toile, en bandoulière. Ses bottes usées raclaient le béton. Il traversa le parking et déverrouilla une Honda Civic 2004 cabossée, d'un rouge terne, dont un phare était embué. Il ne partit pas. Au lieu de cela, il ouvrit le siège arrière et en sortit un petit sac à dos rose. Vivien plissa les yeux. Il ne rentrait pas chez lui dans un appartement vide. Il lui fallut moins de 20 minutes pour trouver son adresse dans les dossiers des employés. Elle hésita pendant une demi-heure avant de finalement monter dans sa voiture et de se diriger vers le centre-ville. Ce n'était pas du harcèlement, se dit-elle. C'était de la diligence raisonnable. Le quartier était situé à la périphérie de Brooklyn, modeste et ouvrier, à peine gentrifié. L'immeuble était vieillissant, avec des boîtes aux lettres fissurées et des balustrades rouillées. Elle se gara de l'autre côté de la rue et baissa ses phares. Depuis sa voiture, elle pouvait voir directement dans l'appartement du rez-de-chaussée avec ses stores de travers et la lumière vacillante de la cuisine. Il était là, Graham. En pantalon de survêtement, il remuait quelque chose dans une casserole sur la cuisinière. La vapeur embuait les fenêtres. Une petite fille, âgée d'environ 8 ans, était assise à la table de la cuisine, balançant ses jambes. Elle avait des boucles brunes et portait un sweat à capuche rose. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il se tourna pour lui tendre un bol. Elle applaudit. Vivien cligna des yeux. Graham sourit. Il sourit pleinement, d'une expression qu'elle n'avait jamais vue au bureau. Puis il s'accroupit à côté d'elle pour l'aider à prononcer un mot tiré d'un cahier d'exercice. Elle le prononça mal. Il la corrigea gentiment. Elle réessaya. « Épelle beautiful », articula-t-il. Vivien lut sur ses lèvres. « B-O-T-L », dit la fillette fièrement. Graham acquiesça et déposa un baiser sur ses cheveux. Puis, l'espace d'un instant, il se détourna vers le réfrigérateur et Vivien aperçut une photo fixée par un aimant. Une femme, la trentaine, au regard bienveillant, souriante. À côté, un papier plié, écrit à la main. Vivien s'efforça de lire le titre à l'envers à travers le reflet de la vitre. Il disait « À l'homme que j'ai déçu et à la fille que tu ne dois jamais perdre ». Elle retint son souffle. Une lettre de suicide. De retour dans sa voiture, elle serra le volant entre ses mains. Les lampadaires à l'extérieur projetaient de longues ombres sur le tableau de bord, mais à l'intérieur de sa poitrine régnait un silence qu'elle ne pouvait nommer. Elle avait essayé de le piéger. Au lieu de cela, elle était tombée sur une histoire qui n'avait rien à voir avec les hommes qui l'avaient brûlée auparavant. Il n'était pas ambitieux, il n'était pas charmant, il était bon, et il était plus difficile de croire en la bonté. Vivien expira lentement, une main effleurant sa tempe. « Tu n'as pas choisi d'être concierge », murmura-t-elle à voix haute, « mais tu as choisi de ne pas laisser le monde te prendre ta fille aussi. » Ces mots lui semblaient étrangers, car au fond d'elle-même, elle savait. La véritable expérience n'avait jamais concerné Graham. Il s'agissait de savoir si elle était encore capable de reconnaître l'honneur lorsqu'il ne portait pas de costume.
L'alarme retentit au 22e étage comme un battement de cœur irrégulier. Vivian Rhodes laissa tomber son stylo et jeta un coup d'œil à l'alerte rouge qui clignotait sur son écran. Défaillance du système d'accès à la base de données principale. Accès refusé. Son estomac se noua. Ce n'était pas n'importe quelle base de données. Il s'agissait du cloud de données patients de l'entreprise, un système stockant les données médicales confidentielles de plus de 30 000 clients à travers le pays. « Pas maintenant », marmonna-t-elle en appuyant sur son interphone. « C'est urgent. » L'interphone grésilla, suivi d'un chaos. « Madame, nous perdons les miroirs de données. Les serveurs de sauvegarde ne descendent pas les pare-feux. Ils rejettent nos propres clés. Arrêtez de parler et réparez ça. » Elle perdit son calme, juste assez pour révéler la nervosité qui se cachait derrière. Vivian sortit de son bureau et se rendit dans le centre des opérations. Les écrans affichaient des lignes de code d'erreur en cascade. Les ingénieurs juraient entre leurs dents. C'était comme regarder un gratte-ciel s'effondrer au ralenti. « Reprenez le patch de ce matin !» cria l'un des responsables. « Ce n'est pas le patch !» aboya un autre. « C'est quelque chose dans le système de jetons de sécurité. » Vivian intervint. « Vérifiez alors le journal d'accès des dernières 72 heures. »« Déjà fait », répondit James, son responsable informatique. « Aucune activité suspecte. Alors pourquoi sommes-nous hors ligne ?» Personne ne répondit. Elle regarda autour d'elle, le cœur battant. Elle avait construit Rhodes Tech pour qu'il soit inviolable, transparent, sécurisé. Pourtant, son empire lui échappait à nouveau. D'abord la trahison, maintenant ça. Et puis, comme un écho dans la tempête, quelqu'un frappa doucement à la porte vitrée derrière elle. C'était lui. Graham Whitaker se tenait là, immobile, dans son uniforme gris de concierge, tenant une tablette de maintenance, l'air calme, presque désolé. « Ce n'est pas le bon moment », dit-elle d'un ton sec, essayant de le faire partir. « Je sais », dit-il doucement. « C'est pour ça que je suis là. » Vivien fronça les sourcils. « Il s'agit d'une crise de cybersécurité, pas d'une ampoule cassée. »« Je sais. » Il fit un petit pas vers elle, baissant la voix. « Vous cherchez au mauvais endroit. » L'équipe informatique se figea, tournant la tête. Vivien plissa les yeux. « Excusez-moi. »« La faille n'est pas externe, » dit Graham. « Elle est récursive. Quelque chose dans votre patch précédent, il y a 7 jours, a modifié la validation de votre certificat. Elle empêche les nœuds de miroir de communiquer avec le cluster principal. » James cligna des yeux. « Comment diable pouvez-vous savoir cela, Graham, sans broncher ? Parce que le patch que vous avez utilisé est le même que celui que j'ai aidé à auditer pour le ministère de la Santé il y a 4 ans. » Silence. Vivian eut la gorge sèche. « Qu'avez-vous dit ?» Il croisa son regard. Calme, assuré, presque réticent. « Je travaillais dans les enquêtes internes pour les infrastructures gouvernementales. Je n'ai rien dit parce que cette vie a pris fin avec celle de ma femme. Mais vos systèmes tombent en panne pour la même raison que l'un des nôtres. Vérifiez s'il y a un désalignement. Vous continuerez à redémarrer jusqu'à ce que l'intégrité du noyau s'effondre. » James les regarda, stupéfait. Il a raison. La voix de Vivien s'adoucit, mais seulement légèrement. « Vous dites que vous pouvez le réparer ?» Graham acquiesça. « Si vous me laissez entrer. » 5 minutes plus tard, il était assis devant la console, les manches retroussées, tapant avec une précision silencieuse. L'équipe informatique se tenait derrière lui, incertaine, tandis que des lignes de code clignotaient à l'écran. Vivien se tenait à ses côtés, les bras croisés, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Un homme qui nettoyait les sols écrivait maintenant des commandes de diagnostic dans une syntaxe que même son ingénieur en chef devait rechercher sur Google. Elle se pencha plus près, incapable de s'en empêcher. « Comment pouvez-vous encore vous souvenir de tout cela ?» Sans lever les yeux, Graham répondit. « Certaines choses ne s'effacent pas simplement parce que vous commencez à passer la serpillière. » Vivian entr'ouvrit les lèvres, partagée entre l'incrédulité et autre chose. De l'admiration peut-être. La pièce était tendue mais silencieuse. Seul le bruit des touches et des ventilateurs remplissait l'air. Graham restait concentré. Il s'interrompit un instant, les yeux plissés. Il surligna alors une ligne de code. Cette ligne indiquait que quelqu'un avait tenté de corriger une faille de sécurité, mais avait utilisé des paramètres récursifs. À chaque redémarrage, elle revalidait une clé corrompue. James siffla doucement. « Cela ne figure pas dans notre documentation. »« Parce que celui qui l'a fait ne voulait pas que vous le trouviez, » répondit Graham. Le pouls de Vivian s'accéléra. « Êtes-vous en train de dire que quelqu'un a planté cela ?»« Je dis, » répondit Graham avec prudence, « que votre système n'a pas échoué. Il a été poussé. » 37 minutes plus tard, les serveurs principaux clignotèrent à nouveau. Restauration terminée. Données sauvegardées. La salle informatique éclata en applaudissements, mais Vivien ne bougea pas.
Elle l'observait. L'homme qui venait de sauver son entreprise de la faillite se leva lentement, se déconnecta et rendit la tablette à James. « Elle est à toi, dit-il. » Vivien croisa les bras. « Tu aurais pu la laisser s'écrouler. Ton personnel suspendu, pas la direction. Vous n'aviez pas à vous en mêler. » Il haussa légèrement les épaules. « Ça ne me semblait pas juste de laisser de bonnes personnes payer pour le mauvais code de quelqu'un d'autre. » Elle l'étudia. « Vous parlez comme quelqu'un qui a déjà vu ça auparavant. » Il finit par la regarder dans les yeux. C'est le cas. Quelque chose dans son ton, calme, retenu mais lourd, la toucha plus profondément qu'elle ne l'avait prévu. Elle ne savait pas si elle devait le remercier ou le questionner davantage. Finalement, elle fit les deux. « Monsieur Whittaker, dit-elle d'un ton neutre, je veux un rapport complet sur ce que vous avez trouvé. Rédigez-le, envoyez-le-moi directement. » Il acquiesça légèrement. « Bien sûr. » Puis, alors qu'il se retournait pour partir, elle s'entendit dire « Attendez. » Il s'arrêta. « Pourquoi avez-vous vraiment accepté ce travail ?» demanda-t-elle. Il hésita, les mains dans les poches. « Parce que parfois, les pièces les plus calmes sont les plus sûres pour respirer. » Viviane cligna des yeux. Ce n'est pas une réponse. Il esquissa un sourire, fatigué, mais sincère. « C'est la seule que j'ai. » Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit rentré chez soi, Viviane s'assit dans son bureau. Les lumières tamisaient. La pluie ruisselait sur la vitre, laissant entrevoir Manhattan qui scintillait au loin. Sur son bureau se trouvait le rapport que Graham lui avait envoyé en moins d'une heure, court, méthodique et incroyablement détaillé. Il avait retracé la vulnérabilité ligne par ligne et avait même signalé l'horodatage du moment où le code défectueux avait été inséré. Son regard se figea sur cette date. 2AR07 accès. Utilisateur L. Gaines, Laura Gaines, son ancienne assistante de direction, celle qui avait disparu après avoir volé 8 millions de dollars. Le cœur de Vivian se serra. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de la malchance. La même trahison qui avait détruit sa confiance venait de revenir sous forme binaire. Elle se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et murmura à son reflet. « 8 millions ne te suffisaient pas, n'est-ce pas, Laura ?» Sa main se crispa sur le bord de la vitre. Derrière elle, le bruit très léger des roulettes du balai qui grinçaient sur le marbre. Elle se retourna. Graham se tenait sur le seuil, s'étant arrêté au milieu de son nettoyage. Il avait dû remarquer que les lumières étaient encore allumées. Son regard passa de son visage au reflet de la pluie. « Tu devrais dormir un peu, » dit-il doucement. « Je ne dors pas beaucoup ces jours-ci. » Il s'appuya sur le manche de son balai, pensif. « Alors, arrête peut-être de tester les mauvaises personnes. » Elle fronça les sourcils. « Pardon ?» Il sourit faiblement. « Tu as construit une forteresse et tu as oublié que tous ceux qui se trouvent à l'extérieur ne sont pas des ennemis. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, plus lourds que l'orage dehors. Vivien ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Elle le regarda simplement pousser son chariot, lentement, d'un pas régulier, comme si le monde avait encore un sens pour lui, contrairement à elle. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui, elle murmura dans le vide. Avant, il trouvait des failles dans les systèmes. Maintenant, il les trouve en moi. Dehors, le tonnerre grondait à l'horizon. Et pour la première fois depuis des mois, Vivien ne se sentait pas comme la personne la plus intelligente de la pièce. Elle se sentait humaine. Le couloir devant l'appartement de Graham Whittaker sentait vaguement le pain brûlé et les tuyaux rouillés. La peinture s'écaillait près de la cage d'escalier. Une affiche concernant un chat perdu, dont les bords étaient gondolés, était collée sur un mur que plus personne ne regardait. Vivian Rhodes se tenait au milieu de tout cela, se sentant comme un fantôme dans un monde qui ne lui appartenait pas. Elle n'aurait pas dû être là, et pourtant, elle ne pouvait pas ne pas y être. Plus tôt dans la journée, elle avait aperçu Graham sortir les poubelles, le bras autour d'une petite fille aux boucles rebondissantes et au sac à dos surdimensionné. Ils avaient ri de quelque chose, d'une manière qui lui avait serré la poitrine de manière inattendue. Elle s'était dit qu'il s'agissait d'un suivi de recherche, le genre de diligence raisonnable que tout PDG ferait lorsqu'un employé subalterne venait de sauver son entreprise d'un effondrement catastrophique de ses données. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas le cas. Elle ne suivait pas un dossier, elle suivait un sentiment, et cela l'effrayait plus que n'importe quelle violation de données. La porte de l'appartement s'ouvrit lentement en grinçant, comme si elle hésitait à la laisser entrer. Graham eut l'air surpris, mais pas alarmé. Il portait un t-shirt noir uni délavé aux épaules et tenait un torchon dans une main. De la vapeur s'échappait de la cuisine ouverte derrière lui. De la soupe au poulet, peut-être. Quelque chose de réel, quelque chose de chaud. Vivien avait l'impression d'avoir apporté l'hiver avec elle. « Tu as trouvé l'endroit »
dit-il simplement. Je ne m'attendais pas à ça. Elle chercha un mot qui ne semblerait pas condescendant. Modeste. Il esquissa un léger sourire, tirant sur le coin de sa bouche. Elle expira. J'allais dire honnête. Il s'écarta. Tu veux entrer ou juste évaluer la porte d'entrée? Vivien hésita une seconde. Puis elle entra. L'appartement était petit, mais il respirait la vie. Les murs étaient parsemés de dessins au crayon. Une étagère débordait de livres de poche allant de l'art de la guerre à Charlotte's Web. Un étui à violon était posé tranquillement dans un coin. Et là, assise à la petite table de cuisine, se trouvait Sophie. La fillette leva les yeux écarquillés. « Bonjour », dit-elle timidement. Vivien sourit. « Bonjour, je suis une amie de ton papa. » Sophie pencha la tête. « C'est toi la dame de l'immeuble avec les chaussures brillantes ?» Vivien gloussa. « Coupable. Elle ne remarque les choses brillantes que lorsqu'elle aime quelqu'un, dit Graham en apportant 2 bols fumants à la table. Alors, fais attention. » Sophie gloussa. Vivien regarda autour d'elle, observant les détails. Cet endroit, ce n'est pas grand-chose, mais il me procure un sentiment que je n'ai pas éprouvé depuis longtemps. Un foyer ? Demanda Graham. Elle acquiesça silencieusement. Oui. Il posa son bol et lui indiqua une chaise. Assieds-toi, mange. La soupe vaut mieux que le silence. Pendant qu'il mangeait, Vivien ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à un cadre photo posé près de la fenêtre. Le visage d'une femme lui souriait. Une femme d'une trentaine d'années, au regard doux, aux cheveux châtains légèrement ondulés. Sur la photo, sa main reposait délicatement sur l'épaule de Graham. Vivien tapota le cadre avec sa cuillère. Elle était belle, elle était plus que belle, dit Graham à voix basse. Cette photo avait été prise 1 mois avant que tout ne s'effondre. Sophie s'était retirée dans sa chambre. Le poids des mots de Graham n'était plus filtré pour les oreilles d'une enfant. « Que s'est-il passé ?» demanda Vivien. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il se leva, se dirigea vers le tiroir à côté de l'évier et revint avec une enveloppe. Les bords étaient usés. Le rabat n'était plus fermé. Il la lui tendit. « À l'homme que j'ai déçu et à la fille que tu ne dois jamais perdre. » Vivien lut les mots en silence. L'écriture tremblait à mi-chemin de la page. Alors qu'elle parcourait la lettre, sa gorge se serra. « J'ai été accusé d'avoir divulgué des fichiers internes d'une société de sécurité pour laquelle je travaillais, » dit Graham doucement. « Quelqu'un a planté le virus sur mon ordinateur portable. J'ai fait confiance à la mauvaise personne, et quand les accusations ont été portées, personne ne m'a soutenu, pas même elle au début. » Il détourna le regard. Elle est partie pendant 3 semaines, emmenant Sophie avec elle, disant qu'elle avait besoin de réfléchir. Vivien leva les yeux de la lettre. Elle est revenue à la maison, dit-il doucement, mais pas pour rester. La voix de Vivien tremblait. Elle a mis fin à ses jours. Elle pensait que je serais mieux sans le scandale, sans sa honte, pour élever Sophie. Mais l'ironie, dit-il, dans un rire amer. Le lendemain des funérailles, les charges ont été abandonnées. Le véritable coupable a été arrêté. Une erreur interne, ont-ils dit. Des dommages collatéraux. Vivien serra l'enveloppe dans ses mains. Tu n'as jamais intenté de procès. Il secoua la tête. Je ne voulais pas que Sophie grandisse avec d'autres gros titres sur les tribunaux. Elle méritait la paix, même si moi je ne la méritais pas. La pièce fut plongée dans un silence profond et douloureux. Puis Vivien dit quelque chose qui la surprit elle-même. J'ai essayé de te piéger. Graham la regarda dans les yeux. Je sais. Je pensais que tu prendrais l'argent ou le dossier ou quelque chose comme ça. J'étais sûr que je te surprendrais en train de faire ce que tout le monde m'avait fait. Graham ne dit rien. Vivien déglutit péniblement. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as couvert l'affaire. Tu m'as protégé même quand c'était moi qui te regardais avec suspicion. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Tu penses que les gens comme moi ne remarquent pas la douleur simplement parce que nous nettoyons après coup. Vivien cligna des yeux. Cette première nuit, continua-t-il, tu ne dormais pas. Pas vraiment. Tes épaules étaient trop tendues. Ta respiration était irrégulière. Tu me testais. J'ai déjà vu ce genre de méfiance, et je ne t'en veux pas. Sa voix n'était qu'un murmure. Alors pourquoi m'aider ? Parce que j'ai été à ta place, répondit Graham. Quand les murs se referment sur toi et que tu ne sais plus à qui faire confiance, quand la seule chose plus forte que le silence est le bruit de tes propres doutes, il fit une pause. Et parce que je me suis promis, Vivien, que quel que soit le travail que j'accepterai, je ne laisserai jamais le cynisme devenir ma monnaie d'échange. Vivien le fixa du regard. Ce concierge qui parlait comme un soldat, portait son chagrin comme un gentleman et vivait comme si sa fille était la dernière lueur d'espoir dans un monde brisé. Elle posa délicatement la lettre. « Vous ne devriez pas pousser un balai.
Il sourit. Et vous ne devriez pas porter un cœur aussi lourd. À nouveau le silence. Mais cette fois, il n'était pas pesant, il était doux, rassurant. Dehors, la pluie avait recommencé à tomber, légère et régulière. Vivien se tenait à la porte, sa veste à la main. Sophie jeta un coup d'œil depuis sa chambre, se frottant les yeux. « Tu reviendras » demanda-t-elle. Vivien sourit doucement. « Seulement si ton père est d'accord. » Sophie regarda Graham. Il acquiesça d'un signe de tête. « Peut-être que la prochaine fois, il te laissera rester pour le dessert. » Vivien se retourna alors que la porte s'ouvrait. « Peut-être la prochaine fois, » dit-elle doucement. « Ce ne sera pas moi qui poserai les questions. »« Je ne crois plus aux méchants ni aux héros, » dit Vivien doucement, en tournant la tasse de café entre ses mains. « Seulement aux survivants. » Graham leva les yeux de l'autre côté de la table de conférence, le visage impassible, le silence entre eux lourd de ce qui n'avait pas été dit. La salle de stratégie aux parois vitrées du 21e étage était vide, il n'y avait que deux. Un dossier scellé sur la table et le poids de tout ce qui n'était pas dit. Dehors, la ville scintillait sous un ciel couvert. À l'intérieur, l'atmosphère était plus tendue que lors d'une bataille dans une salle de réunion. Vivien avait demandé une séance privée, sans assistance, sans conseil juridique, juste elle et Graham. Le prétexte était d'examiner un litige sensible lié à la récente violation de données. Mais il ne s'agissait pas de dossier. Il s'agissait de confiance et peut-être d'autre chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. « J'ai lu toutes les dépositions », dit Graham en rapprochant le dossier d'elle. « Le témoignage du lanceur d'alerte ne tient pas. Il y a une signature fantôme dans l'accès au serveur qui indique une redirection interne. Quelqu'un à l'intérieur voulait faire croire à une fuite. » Vivien ne répondit pas. Elle fixait la trace sombre laissée par sa tasse sur la table. « Je sais », dit-elle finalement. « Mais savoir ne suffit pas quand le conseil d'administration veut un bouc émissaire. » Il se pencha légèrement en arrière. « Il pense que ça devrait être moi. » Vivien leva les yeux. « Et toi ?» Graham soutint son regard. « Si c'était le cas, je ne serais pas ici. » Cette réponse, simple et sensée, eut plus d'impact que n'importe quel document juridique. Elle expira, l'air tremblant entre ses doigts. « Tu ne sembles jamais en colère, » dit-elle. Graham fronça les sourcils. « Pourquoi le serais-je ? Parce que je t'ai mise en cause, parce que ta vie a été détruite, parce que tu as tout perdu et que malgré tout, tu continues à te montrer sans amertume. » Il resta silencieux un instant, puis dit « Je ne porte pas la colère en moi, je porte la leçon. » Vivien cligna des yeux. « Les gens pensent que la colère est une force, » continua-t-il. « Mais elle ne fait que vous ronger les mains pendant que vous essayez de vous accrocher à tout ce qui est bon. » Elle déglutit péniblement. « Et si vous n'aviez plus rien de bon ? Vous êtes toujours là, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement, toujours présent, posant toujours les bonnes questions. Vivien baissa les yeux, honteuse. Même si ces questions avaient commencé comme des pièges, il n'avait pas bronché, surtout à ce moment-là. Elle passa une main dans ses cheveux, essayant de se calmer. « Tu sais ce que les gens voient quand ils me regardent ? Une PDG ?» répondit-il. « Non, un exemple à ne pas suivre. La femme qui s'est fait manipuler par son propre assistant, celle qui aurait dû être plus avisée, qui n'a rien vu venir. » Graham pencha la tête. Peut-être qu'il se trompe. Vivien eut un rire amer. « J'ai construit des pare-feux autour de mon cœur, Graham. Et pourtant, quelqu'un s'est introduit et a brûlé la maison de l'intérieur. » Elle ne voulait pas le dire, mais les mots sortirent trop vite pour qu'elle puisse les retenir. Il hocha lentement la tête, comme s'il avait toujours su. Puis, d'une voix plus douce qu'un souffle, il dit « Certaines maisons brûlent pour que nous apprenions enfin où se trouvent les issues de secours. » Vivien le regarda. Elle le regarda vraiment. L'homme devant elle n'était pas seulement calme. Il était ancré, non pas parce que la vie l'avait épargné, mais parce qu'elle ne l'avait pas épargné. Et d'une manière ou d'une autre, il avait développé des racines au lieu d'épines. Ils passèrent en revue l'affaire pendant encore 20 minutes, juste assez pour faire semblant de continuer à travailler. Mais le véritable dialogue se déroulait entre les lignes. Et finalement, lorsqu'elle ferma le dossier et que le silence revint dans la pièce, elle posa une question que personne d'autre n'avait jamais posée. « Comment étiez-vous avant tout cela ?» Les lèvres de Graham se sont légèrement incurvées, sans former tout à fait un sourire. Occupé, aveugle, arrogant d'une manière que je n'avais pas remarquée jusqu'à ce que le silence commence à répondre à ma place. Vivien s'est penché vers lui. « Et maintenant, maintenant !» a-t-il répété en jetant un coup d'œil vers la fenêtre. « Maintenant, je nettoie les sols et j'élève une fille qui trouve que les crêpes sont meilleures quand elles sont brûlées sur les bords. » Cela la fit rire. Pas un rire poli, mais un rire sincère qui réchauffa les coins froids de la pièce.
Elle n'avait pas ri comme ça depuis des mois, voire des années. « Vous n'êtes pas comme je vous imaginais, dit-elle. Il baissa les yeux un instant, puis la regarda à nouveau. « Et vous n'êtes pas aussi blindé que vous voulez le faire croire. » Un coup à la porte rompit le charme. L'assistante de Viviane jeta un coup d'œil à l'intérieur, les yeux rivés sur eux, avec une subtile curiosité. « Désolé de vous interrompre. Votre client demande à reporter le rendez-vous. » Viviane acquiesça, distraite. « Reportez-le à demain. » L'assistante acquiesça et ferma la porte. Viviane se retourna, baissant la voix. « Mon père disait, le seul vrai pouvoir dans le monde, c'est de savoir quand écouter. » Graham pencha la tête. « Vraiment ?» Elle acquiesça lentement. « Il est mort avant que je puisse vraiment comprendre ce qu'il voulait dire. J'avais 16 ans. Ma mère s'est renfermée après ça. J'ai grandi en pensant que la vulnérabilité était une faiblesse. » Ses doigts effleurèrent le bord du dossier. « Je pleurais dans la buanderie de l'internat, dit-elle soudainement, parce que c'était le seul endroit sans caméra. » Graham ne l'interrompit pas. « Je le fais encore parfois, » ajouta-t-elle d'une voix tendue. « Sauf que maintenant, c'est dans les toilettes des cadres. » Le silence était sacré. Puis, doucement, Graham plongea la main dans son manteau et fit glisser quelque chose sur la table. Un tissu plié, vieux et effiloché sur les bords, de la couleur des nuages d'orage. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Un mouchoir, répondit-il. Mon père me l'a donné le jour où je suis parti pour le service fédéral. Il m'a dit que les vrais hommes n'essuient pas le sang. Ils essuient les larmes quand personne d'autre n'ose le faire. » Viviane le tint dans ses mains, stupéfaite. Il était lourd, non pas en poids, mais en souvenir. Elle le serra doucement, puis leva les yeux. Sa voix se brisa lorsqu'elle dit « Merci ». Et pour la première fois, elle l'appela par son prénom. Graham. Ce soir-là, elle resta tard au bureau, longtemps après le départ des autres. Le mouchoir était posé sur son bureau. Elle ne l'avait pas rendu. Peut-être ne le rendrait-elle jamais. Et tandis que la ville clignotait dehors et que le monde continuait de tourner comme toujours, Vivien réalisa quelque chose de terrifiant et de magnifique. Elle ne se sentait plus seule dans le bâtiment. Viviane Rhodes avait été beaucoup de choses dans sa carrière. Stratège, survivante, sceptique. Mais rien ne l'avait préparée au coup de poing dans le ventre que représentait la trahison lorsqu'elle prenait le visage de quelqu'un en qui vous veniez de commencer à avoir confiance. L'email arriva à 7h42. Objet ? Violation interne urgente impliquant Whitaker. Elle fixa l'écran, l'incrédulité lui serrant la poitrine comme un étau. 4 images provenant des caméras de sécurité interne de la salle des serveurs étaient jointes. Elles étaient datées, granuleuses, mais suffisamment claires pour montrer la silhouette de Graham près de la porte du centre de données. Sur l'une d'elles, il tenait ce qui semblait être une carte clé. Une autre, quelques instants plus tard, montrait le voyant vert de sécurité clignoter. Il y avait également un rapport sommaire indiquant un accès non autorisé aux données provenant du port physique du serveur. Le badge d'accès final enregistré était celui de G. Whitaker. La violation des données coïncidait avec cette entrée physique. Son sang se glaça. C'était impossible. Cela n'avait aucun sens. Elle se leva brusquement, renversant son café sur son bureau, et se précipita dans le couloir vers la salle de crise. La moitié du conseil d'administration était déjà réunie, y compris Marcus Heller, le partenaire senior sournois en qui elle n'avait jamais vraiment confiance. Il se leva lorsqu'elle entra, lissant sa cravate comme s'il se préparait déjà à une conférence de presse. « Nous avons un problème », dit-il en feignant l'inquiétude. « Non », répondit Vivien froidement. « Nous avons une plainte. Ce n'est pas la même chose. » Il haussa un sourcil. « Vous avez vu les images ?»« Oui, et j'ai déjà vu des images truquées. » Sa voix se fit plus aiguë. « Ne confondons pas preuve et conclusion. » Une autre membre du conseil, Diane, du service juridique, prit la parole doucement. « Vivien, les journaux d'audit ne mentent pas. C'était son badge, son heure d'arrivée. La violation correspond exactement. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Je ne l'ignore pas, rétorqua Vivien. Je dis simplement que cela me semble louche. » Marcus se pencha vers elle, baissant la voix comme un homme sur le point de porter un coup moral. Il avait un mobile, Vivien. L'accès, et peut-être une raison de vous en vouloir. Vivien ne s'y a pas. Vous ne pouvez pas présenter le chagrin comme un mobile. Il n'est pas celui que vous croyez. Marcus insista. Aucun passé vérifiable. Aucun emploi avant Rhodes Tech. C'est un fantôme. Et maintenant, nos serveurs sont tentés. Vivien serra les mâchoires. Alors pourquoi un fantôme resterait-il pour réparer notre système la semaine dernière? Pourquoi signaler la faille même dont on l'accuse maintenant d'avoir exploité? Personne ne répondit, parce qu'il n'y avait pas de réponse, seulement la politique et la peur, et la facilité de blâmer un homme auquel personne ne pensait jusqu'à ce qu'il devienne gênant. À 10h15, Graham avait été convoqué.
Il se tenait silencieusement à l'autre bout du bureau des ressources humaines aux parois vitrées, la silhouette de Manhattan s'étendant derrière lui comme une accusation. Il semblait calme, presque trop calme. Viviane était assise à la table, flanquée des représentants des ressources humaines et du service juridique. Sa voix était soigneusement mesurée, mais quelque chose se tordait en elle. « Nous avons reçu des images qui vous placent près de la salle des serveurs à 2h13 du matin. Il y a 2 nuits, commença-t-elle. Graham ne s'y a pas. Je fais des rondes, c'est mon travail. Aucun badge d'accès n'aurait dû être utilisé à cette heure-là. Je ne l'ai pas utilisé. Alors, comment vous a-t-on vu entrer ?» Il croisa les bras. « Demandez peut-être qui avait accès à mon badge. » Elle inspira brusquement. « Vous pensez que quelqu'un l'a cloné ?»« Je pense, » dit-il doucement. « Vous êtes assez intelligente pour savoir que les gens comme moi ne se réveillent pas un jour en oubliant tout ce qu'ils ont passé des années à cacher. » La voix de Viviane baissa. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir en premier ? Parce que quand le monde veut un méchant, il n'attend pas votre alibi. » Il la regarda droit dans les yeux. « Il veut juste votre silence. » Ces mots la touchèrent profondément. Trop profondément. Asher s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Jusqu'à ce que l'enquête interne soit terminée, nous devons vous suspendre temporairement sans salaire. » Graham acquiesça d'un signe de tête. Pas d'indignation, pas de panique, juste une triste tristesse au coin de ses yeux. Vivien se leva. « Laissez-moi le raccompagner, » dit-elle. Personne ne protesta. Ils prirent l'ascenseur en silence. L'atmosphère entre eux était lourde de non-dits. Finalement, au rez-de-chaussée, Graham sortit, mais s'arrêta devant les portes vitrées. Vivien ne put s'empêcher de dire « Je ne crois pas que vous l'ayez fait ». Il se retourna, la lumière du soleil se reflétait dans ses yeux, sans supplication, sans blessure, juste de la fatigue. « Peu importe, dit-il. Eux y croient. Alors battez-vous. » Il haussa légèrement les épaules. « Les gens comme moi n'ont pas le bénéfice du doute, Vivien. On nous élimine de l'histoire avant le 2e acte. » Elle ouvrit la bouche pour protester, pour dire quelque chose de plus, mais à ce moment-là, une petite voix retentit dans le hall. « Papa Sophie !» Elle arriva en courant de l'extérieur, ses petites bottes de pluie crissant sur le sol, son sac à dos rebondissant. Elle jeta ses bras autour de sa taille. Vivien se figea. Elle ne s'attendait pas à voir la petite fille ici, pas aujourd'hui, pas maintenant. Graham s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras. Il embrassa ses cheveux et lui murmura quelque chose. Vivien ne pouvait pas entendre. Puis Sophie leva les yeux et la vit. « C'est la jolie dame de la soupe populaire », dit-elle innocemment. Vivien s'accroupit légèrement, la voix étranglée. « Bonjour Sophie ». La fillette rayonna. « Mon papa dit que votre immeuble est grand et froid, mais que votre cœur est probablement chaud à l'intérieur. » Vivien eut la gorge serrée. Graham se leva et posa une main sur l'épaule de sa fille. Il était temps de partir. Elle prit une inspiration. « Laissez-moi vous appeler un taxi. » Il la regarda longuement, puis prononça les mots qui allèrent résonner dans son esprit pendant des jours. Certaines tempêtes n'ont pas besoin d'abri, elles ont juste besoin de passer. Alors que le taxi s'éloignait, Vivien resta debout sur le trottoir, les bras croisés pour se protéger du vent. Elle s'était un jour dit qu'elle se moquait de savoir qui restait ou partait, tant que les chiffres restaient bons. Mais en regardant cette vieille Civic disparaître dans la circulation, elle ressentit dans sa poitrine une douleur qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. La perte, non pas celle d'un employé, mais celle de quelque chose de beaucoup plus rare, quelque chose qui ne s'accompagnait ni d'un CV ni d'un titre, quelque chose comme l'honneur ou la confiance, ou peut-être même le début de quelque chose que son armure ne lui avait pas permis d'imaginer depuis des années. Cette nuit-là, elle s'assit seule dans son bureau et regarda à nouveau les images, image par image. Seconde après seconde, quelque chose lui semblait étrange, trop propre, trop composé. Elle fit un zoom avant, ralentit la vidéo, la repassa à l'envers, et alors, elle le vit. Pendant une fraction de seconde, à peine visible dans le coin déformé de l'image, un reflet sur la porte vitrée du serveur, un éclair de talons rouges, plus précisément des talons au rouge. Vivien écarquilla les yeux. Elle ne connaissait qu'une seule femme dans tout le bâtiment qui en portait, et elle ne l'avait pas vue depuis des mois. Laura Gaines, son ancienne meilleure amie, celle qui avait volé 8 millions de dollars et disparu. Les images avaient été trafiquées, et soudain, l'histoire prit tout son sens, tout. Mais le pire, c'est que Vivien avait laissé le doute s'installer dans son esprit à propos du seul homme qui n'avait jamais rien demandé d'autre que la possibilité de faire discrètement ce qui était juste. La salle de sécurité était plus froide que dans le souvenir de Vivien. Ou peut-être était-ce simplement ses nerfs. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, projetant une lueur stérile sur les écrans empilés comme des témoins silencieux.
Chaque écran clignotait avec des flux horodatés provenant des vastes couloirs du réseau de l'entreprise, des salles de serveurs, des ascenseurs, des salons et de la grille de mémoire imperturbable. Elle ignora le SMS de l'équipe de nuit et verrouilla la porte derrière elle. Pas d'assistant, pas d'équipe de presse, pas de membre du conseil d'administration qui la surveillait. Ce soir, il n'y avait qu'elle et la vérité. Abonnez-vous pour ne pas manquer ces moments palpitants. Vous serez le premier informé lorsque de nouveaux épisodes seront disponibles. Elle ressortit la vidéo qui avait condamné Graham Whitaker. Image par image, elle examina la supposée infraction. Le même moment où elle avait été montrée dans cette embuscade dans la salle de réunion à 13h du matin dans la salle des serveurs. La silhouette de Graham, le voyant vert de sécurité. Mais maintenant, elle ne se contentait pas de regarder, elle voyait. Elle rembobina d'une seconde, puis fit une pause. L'angle n'était pas tout à fait correct. L'emplacement de la caméra aurait dû refléter la porte différemment, ainsi que l'ombre de l'autre côté du cadre. Cela ne correspondait pas à la hauteur du panneau du serveur. Elle se pencha plus près, figea le clip, ils étaient à peine perceptibles dans le reflet du verre du boîtier du serveur. Une forme incurvée, hautement arquée, brillante, un talon. Le cœur de Vivien se mit à battre à tout rompre. Elle zooma pixel par pixel jusqu'à ce que la couleur indubitable apparaisse en rouge. Et tout à coup, le souvenir lui revint comme une inondation à travers un barrage brisé. Laura Gaines, son ancienne amie, son ancienne assistante, la femme qui avait autrefois trinqué à son anniversaire avec du champagne dans ce même bâtiment, la seule personne qu'elle avait jamais autorisée à utiliser son bureau après les heures de travail, la seule qui savait comment manipuler à la fois les angles morts des caméras et les autorisations de sécurité, et la seule personne connue pour ses talons rouges de 10 pieds. Vivien se rassit sur sa chaise, le souffle court. La vidéo avait été trafiquée. Si vous avez remarqué ce détail, laissez un « j'aime ». Nous trouverons ensemble la solution qui suit. C'était forcément le cas. Ils avaient utilisé le badge de Graham comme écran de fumée, mais ce n'était pas lui. Et elle avait failli laisser le monde entier le croire. Non, elle avait laissé le monde le croire. Elle pressa ses mains sur ses yeux, la culpabilité lui déchirant la poitrine comme du verre brisé. « Tu as construit une forteresse », lui avait dit Graham, « et tu as oublié que tous ceux qui se trouvent à l'extérieur ne sont pas des ennemis. » Il était presque 3h du matin lorsqu'elle décrocha le téléphone, non pas pour appeler son équipe juridique, ni pour alerter le conseil d'administration. Elle composa un numéro qu'elle ne pensait plus jamais utiliser. Le sien. La ligne sonna 3 fois avant qu'une voix familière et posée ne réponde. « Vivien ». Elle expira lentement. « J'ai besoin que tu viennes. » Silence. « Alors, c'est à propos de la violation ?»« Oui. » Et les talons. Une autre pause. Celle-ci plus longue. « J'arrive dans 20 minutes. » dit-il. Graham arriva vêtu de bottes usées et d'un sweat à capuche gris foncé. Il baissa la capuche, révélant des yeux fatigués qui n'avaient pas dormi depuis des jours. Ils se retrouvèrent dans la même salle de sécurité sombre, la porte se refermant derrière eux. Vivien ne dit rien au début. Elle se contenta de lancer la vidéo, tourna l'écran vers lui et laissa les preuves parler d'elles-mêmes. Il regarda, la mâchoire crispée, mais le visage impassible. « Tu l'as vu ?» dit-il doucement. « Je ne voulais pas. » Elle le regarda, les yeux vitreux. « Je suis désolé. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix presque trop douce, dit « Je n'attendais pas tes excuses. J'attendais de voir si tu allais regarder. » Vivien déglutit péniblement. « Je l'ai fait. Trop tard, mais je l'ai fait. » Il hocha lentement la tête. Cela signifie quelque chose. Elle se détourna, agrippant le bord du bureau. Je me suis dit que je protégeais l'entreprise, que la neutralité était synonyme de professionnalisme. Mais au fond de moi, dit-elle d'une voix brisée, je crois que j'avais simplement peur de faire à nouveau confiance. Tu avais toutes les raisons de l'être. Elle lui fit face. Non, j'avais des excuses, et je m'en suis servi pour blesser quelqu'un qui ne le méritait pas. Il l'observa longuement, puis dit « Nous ne pouvons pas choisir comment les gens nous brisent, mais nous pouvons choisir ce que nous faisons des morceaux. » Viviane ferma les yeux. Cette voix, calme, inébranlable, lui donnait l'impression d'être à côté d'un phare dans une tempête. Lorsqu'elle les rouvrit, ses mots furent plus calmes. « Tu veux revenir ?» Graham haussa un sourcil. « Pour nettoyer les sols ? Pour m'aider à trouver les personnes qui piratent le système de l'intérieur ?» répondit-elle. « Et oui, pour nettoyer les sols pour l'instant. » Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. « Tu es sûr que le conseil d'administration sera ravi ? Ils peuvent garder leurs doutes, dit-elle. Je choisis de m'en tenir à ma décision. » Graham s'approcha, la lueur des écrans se reflétant doucement sur son visage. « Je n'ai jamais eu besoin d'être justifié, dit-il.
Mais merci de me l'offrir quand même. Viviane acquiesça. Et puis, ajouta-t-il, j'ai toujours le mouchoir de ton père. Elle sourit faiblement. Garde-le, je pense qu'il approuverait. Alors qu'il quittait la salle de sécurité, la ville commençait tout juste à s'animer. Les premières lueurs du jour peignaient le ciel d'un bleu tendre. Vivien s'arrêta près de la baie vitrée et regarda dehors. « Tu ne m'as jamais demandé pourquoi j'avais essayé de te tester le premier soir, dit-elle. Je pensais que tu me le dirais quand cela aurait de l'importance. » Elle se tourna vers lui. « Cela a pris de l'importance à l'instant où tu t'es éloigné de la tentation sans jamais te retourner. » Il ne dit rien, puis elle posa la question qui était restée silencieuse dans un coin de son cœur pendant des semaines. « Pourquoi es-tu revenu ce soir, Graham ?» Il soutint son regard, sans ciller. « Parce que quelqu'un ici, dit-il, apprend enfin à faire à nouveau confiance. Et je n'allais pas la laisser faire ça toute seule. » La pluie commença à tomber à César. D'abord légère, elle murmurait contre les hautes baies vitrées de la Rhodes Tech Tower. Mais à la tombée de la nuit, elle s'était transformée en une véritable tempête à Manhattan. Le genre de tempête qui transforme les trottoirs en rivières et fait taire même les taxis les plus bruyants. Viviane Rhodes resta dans son bureau longtemps après que son personnel eut fui pour échapper aux intempéries. Ses talons étaient abandonnés près de la porte, son blazer plié sur le dossier d'une chaise. Elle ne portait plus qu'un col roulé noir et un pantalon, les jambes repliées sous elle, tandis qu'elle relisait les protocoles de sécurité modifiés. Des éclairs illuminèrent le ciel derrière la vitre. Le tonnerre grondait un instant plus tard. Elle ne broncha pas. Ce qui la perturbait ces jours-ci, ce n'était pas le temps, c'était le silence. C'était le calme après la rupture de la confiance et la reconstruction lente et douloureuse de quelque chose de plus fragile que la foi en autrui, en elle-même. Le courant vacilla à 19h06. Elle leva les yeux. Les lumières clignotèrent une fois, deux fois, puis l'obscurité fut totale. Une seconde plus tard, la faible lueur orange de l'éclairage de secours s'alluma, projetant de longues ombres dans son bureau. Elle se leva, le cœur calme, mais alerte. Son téléphone vibra dans sa main, sans réseau. Un coup d'œil par la fenêtre lui permit de voir que les tours voisines étaient déjà passées à leur générateur. Les lumières des couloirs étaient censées s'allumer automatiquement, mais le hall restait sombre, trop sombre. L'alimentation de secours ne s'activait pas aux étages supérieurs. Viviane sortit dans le couloir. Les bandes lumineuses de secours étaient allumées au niveau des chevilles, mais les ascenseurs clignotaient, hors service. Elle sortit à nouveau son téléphone, toujours sans signal. Elle se dirigea vers l'escalier. Elle arriva au palier entre le 14e et le 13e étage lorsqu'elle entendit une voix. « Vivien !» Elle résonnait dans l'ombre en contrebas. Un faisceau de lampes torches traversa l'escalier sombre et se posa doucement sur son visage. Elle plissa les yeux, puis elle le vit. Graham, vêtu d'un sweat à capuche trempée, une lampe torche dans une main, un trousseau de clés de maintenance accroché à sa ceinture. Sa voix se brisa de surprise. « Quoi ? Que fais-tu ici ?» Il baissa le faisceau. « Je vérifiais la salle des générateurs les nuits de tempête, » dit-il, légèrement essoufflé. « Une vieille habitude. Tu es toujours suspendu, » dit-elle sans méchanceté. « Je suis toujours responsable, » répondit-il. Quelque chose dans cette réponse la cloua sur place. « Les ascenseurs sont en panne, » dit-il. « Le réseau de secours s'est déclenché. Quelqu'un a désactivé le commutateur automatique. Un sabotage, peut-être. » Il la regarda de haut en bas. « Ça va ?» Elle acquiesça, mais il était déjà en train de grimper vers elle, la main tendue. « Allez, descends en toute sécurité. » Ils atteignirent le palier du 12e étage avant que le tonnerre ne fasse trembler les murs. Viviane s'agrippa à la rampe. Graham la stabilisa instinctivement, posant brièvement sa main sur le bas de son dos avant de la retirer. « Désolé, » marmonna-t-il. Elle secoua la tête. « Non, merci. » Ils continuèrent en silence jusqu'au 9e étage où Graham s'arrêta soudainement. « Tu entends ça ?» Elle s'arrêta. Un faible gémissement, un sifflement mécanique. « C'est le générateur, » dit-il. « Il fonctionne, mais il n'est pas connecté. » Ils tournèrent brusquement dans le couloir technique est. Graham inséra une clé dans le panneau de maintenance, révélant un vide sanitaire bordé de disjoncteurs. Et au centre, clignotant en rouge, le commutateur principal. « Quelqu'un l'a désactivé manuellement, » marmonna-t-il. Il bloque l'accès au système de l'étage, mais les noyaux fonctionnent toujours. Il se mit rapidement au travail, ses doigts se déplaçant sur les interrupteurs comme un homme qui connaissait mieux le rythme des machines que celui des gens. Vivien s'accroupit à côté de lui, observant. « Pourquoi reviens-tu toujours ?» demanda-t-elle doucement. « Tu ne dois rien à cet endroit. » Il ne s'arrêta pas de travailler, car certains endroits ne méritent pas de disparaître simplement parce que quelques personnes ont oublié comment tenir bon.
Elle baissa les yeux vers ses mains. « J'ai failli les croire », murmura-t-elle. « Que tu étais la fuite, que tout ce que j'avais vu en toi n'était qu'un déguisement astucieux. » Il ne leva pas les yeux. « Je ne t'ai jamais demandé de croire quoi que ce soit, mais je voulais que tu le fasses. » Il fit une pause, puis se tourna vers elle, et Vivien croisa son regard. « Maintenant, je sais que le monde n'a pas besoin de gens parfaits. Il a besoin de gens solides. » 10 minutes plus tard, le courant revint. Les lumières du couloir s'allumèrent. Le bourdonnement des systèmes restaurés s'éleva comme un long souffle retenu. Graham se tenait debout, époussetant son jean. Et voilà, Vivien sourit faiblement. « Tu viens de rétablir l'électricité dans une tour d'1 milliard de dollars avec une clé et une lampe de poche. » Il sourit. Certaines choses ne nécessitent pas de mise à jour logicielle. Ils retournèrent dans le hall principal. Le courant était revenu, mais la pluie continuait de battre régulièrement contre les fenêtres. Graham fouilla dans son sac, en sortit un petit récipient en plastique et le tendit. « C'est une idée de Sophie ? Elle a fait des cookies ce matin. » Vivien l'ouvrit, révélant des cookies aux pépites de chocolat légèrement déformées mais dorées à souhait. Elle en prit un et en croqua un morceau. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est le meilleur cookie que j'ai mangé depuis 5 ans. Elle a mis plus de vanille, » dit Graham fièrement. Vivien s'appuya contre le mur, le cookie et la main sur la vitre derrière elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit réconfortée et en sécurité. Elle lui jeta un coup d'œil et sa voix s'adoucit. « Tu sais, dit-elle, j'ai construit cet endroit avec des pare-feux, des caméras et des contrats. Et d'une manière ou d'une autre, le concierge que j'ai failli licencier est le seul à l'avoir réellement protégé. » Il ne sourit pas, il ne jubilait pas. Il dit simplement « Même les tours les plus hautes ont besoin de quelqu'un pour surveiller le rez-de-chaussée. » Les yeux de Vivien se remplirent de larmes. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Et toi, tu penses que je suis récupérable ?» Graham répondit sans hésiter. « Je pense que briser ne signifie pas mauvais, et que guérir n'est pas une faiblesse. C'est la force la plus tenace qui soit. » Elle ferma les yeux. « Peut-être ai-je été forte de la mauvaise manière. » Il se tourna vers elle, la voix basse. « Alors peut-être est-il temps de redéfinir la force. » Ils restèrent assis en silence sur le banc du couloir pendant un moment, regardant les lumières de la ville scintiller à travers la tempête. La tour reprit vie autour d'eux, mais aucun des deux ne bougea. Viviane rompit le silence, la voix à peine audible. « Peut-être que ce n'était pas toi que je devais tester. » Graham se retourna. Elle croisa son regard. « Peut-être que c'était moi. » Et à ce moment-là, les vêtements trempés, les doigts tachés de sucre, ils n'étaient plus PDG et concierge. Ils étaient 2 personnes qui avaient perdu des choses différentes et qui commençaient tout juste à retrouver quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Vivien Rhodes ajusta le petit micro fixé à son revers tandis que les projecteurs de la scène réchauffaient de son visage. Devant elle, une salle de bal remplie de plus de 200 personnes attendait. Le Northeast Healthcare Innovation Summit était un rendez-vous annuel réunissant des cadres, des investisseurs et des pionniers du monde médical. Sa société, Rhodes Tech, s'apprêtait à dévoiler un prototype d'outil de diagnostic basé sur l'IA, capable de réduire de 17% le taux d'erreur de diagnostic. Tel était le plan. Le discours avait été répété, les phrases mémorisées, les diapositives peaufinées. Mais alors qu'elle se tenait là, le poids des derniers jours pesant lourdement sur sa poitrine, rien ne lui semblait juste. Elle pouvait voir l'écran clignoter derrière elle, affichant le titre qu'elle était censée prononcer pour redéfinir la compréhension des patients grâce à l'intelligence adaptative. Et pourtant, alors que les premières secondes s'écoulaient dans le silence, elle s'éloigna du podium. Des halètements se firent entendre. Elle ne lisait pas le prompteur. Au lieu de cela, elle tenait le micro délicatement dans sa paume, comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était plus grave que d'habitude, plus calme, plus humaine. « Il y a 3 semaines, commença-t-elle, je me tenais dans le même costume, répétant un discours sur le fait que l'innovation est au cœur de la guérison, sur la façon dont la technologie peut faire gagner du temps, de l'argent et sauver des vies. » Elle fit une pause. Elle laissa la salle respirer. « Mais personne ne vous dit la vérité sur la création de quelque chose de révolutionnaire. Personne ne vous dit à quel point vous vous perdez dans le processus. » Quelques personnes se penchèrent en avant. Les téléphones furent baissés. « J'ai créé cette entreprise, » poursuivit-elle, « non pas à partir de capitaux, mais à partir du contrôle. J'ai tout mesuré, tout examiné, je n'ai fait confiance à personne, » dit-elle en ravalant sa salive, tremblant juste assez pour paraître sincère. Et puis quelque chose s'est brisé. Pas dans les serveurs, pas dans les logiciels, mais dans les murs que j'avais construits pour me sentir en sécurité. La salle de bal était devenue silencieuse.
Vivien baissa les yeux, puis les releva. Nous avons eu une faille grave. À première vue, cela ressemblait à un travail interne. Les preuves désignaient clairement quelqu'un que je remarquais à peine. Un concierge. Calme, constant, sans CV dont il pouvait se vanter. Aucun diplôme sur le papier. Juste un homme qui se présentait quand personne ne regardait. Elle prit une inspiration. J'ai failli y laisser l'entreprise, le licencier. Silence, tension. Les cadres se regardèrent. Vivien continua, d'une voix désormais ferme. Mais quelque chose me fit regarder à deux fois, et ce faisant, je découvris le genre d'intégrité que l'on ne peut pas programmer dans des algorithmes. Sa main se crispa sur le micro. Il n'a pas demandé de reconnaissance. Il ne s'est pas battu pour son nom. Il s'est simplement présenté à nouveau pendant une tempête, alors que le courant était coupé et que le bâtiment était gelé, et il a réparé un générateur que personne d'autre ne pouvait toucher. Non pas parce que c'était son travail, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Un homme au 3e rang posa son verre de vin. Une femme près de l'avant cligna 2 fois des yeux, visiblement émue. Le regard de Viviane balaya la salle. Certains héros ne portent pas d'insigne. Ils portent des clés, poussent des chariots. Ils marchent tranquillement dans le couloir quand nous sommes tous trop occupés pour lever les yeux. Elle fit une pause. Et certaines leçons ne s'apprennent pas à l'école de commerce. Elles s'apprennent à partir des erreurs. Sa voix se réduisit alors à un murmure. Il s'appelle Graham Whitaker. Vous ne le trouverez pas sur LinkedIn, mais vous le trouverez partout où la dignité est la plus nécessaire. Elle recula. Pas encore d'applaudissements. Juste un moment de silence stupéfait. Puis elle a ajouté, presque comme une réflexion après coup, « Oh, et à propos de notre outil d'IA, il est toujours en cours de développement. Il contribuera toujours à sauver des vies. Mais j'ai appris cette année quelque chose de plus important que l'innovation. » Elle a regardé droit dans la caméra qui diffusait l'événement en direct à plus de 15 000 spectateurs. La technologie change les résultats, mais ce sont les gens, les bonnes personnes, qui changent la culture. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont amplifiés. Ce n'était pas le genre d'applaudissements polis que les PDG reçoivent souvent. C'était quelque chose de plus profond, mérité. Au fond de la salle, Graham se tenait tranquillement debout. Pas de projecteur, pas d'attention. Il n'avait pas prévu d'être là. Mais Viviane avait envoyé un chauffeur. Sans explication, juste un mot. Tu devrais voir ce que ton silence a accompli. Il la regarda descendre de la scène, non pas avec fierté ou suffisance, mais avec sérénité, comme une femme qui avait enfin cessé de fuir son propre reflet. Dans les coulisses, Viviane tendit le micro au technicien audiovisuel et se dirigea directement vers le coin tranquille où se trouvait Graham. Le personnel de l'événement s'affairait autour d'eux, inconscient de la gravité profonde qui régnait entre eux. « Tu n'étais pas obligé de venir, dit-elle doucement. « Tu n'avais pas besoin de dire mon nom, répondit-il. « Je ne l'ai pas fait, corrigea-t-elle. J'ai dit que tu en valais la peine. Cela l'a arrêté. J'ai pensé que tu préférerais peut-être qu'elle continue. » Il esquissa un demi-sourire. Peut-être. Il se tenait dans un coin tranquille près de la sortie des fournitures, le bruit des tables rondes et des discours étouffés par la distance. Viviane le regarda attentivement. Je me suis tenu derrière des podiums et dans des salles de réunion à travers les tribunaux. Mais aujourd'hui, c'était la première fois que je disais quelque chose qui semblait avoir vraiment du sens. « Tu as dit quelque chose d'honnête, » dit-il. Elle acquiesça. « C'est nouveau pour moi. » Graham s'approcha juste assez pour combler l'espace entre leur passé prudent et leur avenir incertain. La vérité a cette étrange capacité de résonner plus fort que tout ce qu'il a dit, même lorsqu'elle est prononcée à voix basse. Vivien sourit, les yeux embués. Peut-être que j'apprends à parler doucement. Il pencha la tête et Carrie, lorsqu'elle baissa les yeux, croisa son regard. Un pouvoir meilleur. Alors que le sommet touchait à sa fin et que la salle de bal commençait à se vider, personne ne savait que le moment le plus important ne s'était pas produit sur scène. Il s'était produit dans l'ombre, où une femme qui avait autrefois bâti un monde sur la suspicion avait finalement choisi de croire en quelque chose d'incommensurable, d'inquantifiable, quelque chose comme le caractère, et où l'homme qui avait autrefois balayé les recoins de son empire, discrètement et invisiblement, venait de l'aider à balayer les fantômes également. Le couloir était vide, non pas parce qu'il n'y avait personne, mais parce que quelque chose avait pris fin. L'enquête interne de l'entreprise avait officiellement innocenté Graham Whitaker. Le conseil d'administration avait décidé à l'unanimité de lever tous les soupçons. Et Vivien avait annoncé une restructuration des protocoles de sécurité, en privé, informant les associés principaux que l'entreprise ne confondrait plus le silence avec la culpabilité. Graham avait repris le travail discrètement, sans fanfare, exactement comme il l'aimait. Mais quelque chose avait changé.
Il ne nettoyait plus avec le même rythme. Il s'attardait moins. Il avait cessé de lever les yeux lorsque les cadres passaient. Vivien le remarquait à chaque fois. Ce vendredi soir, après le départ de la plupart des employés, elle se tenait seule dans le couloir d'entretien du sous-sol, un endroit où la presse ne venait jamais et où aucun cocktail d'investisseurs n'était organisé. Les casiers des concierges étaient alignés le long des murs en rangées gris terne. Ses talons claquaient doucement sur le sol en linoléum. Le casier 27 était le sien. Elle glissa une enveloppe de couleur crème dans la fente de la bouche d'aération juste au-dessus de la poignée. Il n'y avait pas de nom, seulement ses initiales, écrites à la main à l'encre bleu foncé. GW. Puis elle s'éloigna. Graham la trouva le lendemain matin. L'enveloppe était épaisse. Le papier avait une texture authentique. Ce n'était pas un papier d'entreprise. À l'intérieur, il y avait 2 éléments. Tout d'abord, un document imprimé à l'entête de Rhodes Tech. Ensuite, une note manuscrite pliée. Il lut le document. Tout d'abord, une bourse d'études complète pour Sophia Whitaker, délivrée par la fondation Rhodes Tech pour sa valeur future. Frais de scolarité complets pendant 4 ans dans n'importe quel établissement américain accrédité de son choix. Début après l'obtention du diplôme d'études secondaires, renouvelable avec des résultats satisfaisants. Graham ne bougea pas. Il lut 2 fois, 3 fois, puis déplia lentement la note. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Graham. Je sais seulement que je veux y croire à nouveau. Pendant longtemps, j'ai construit des murs que je prenais pour de la force. Tu m'as appris que la vraie force réside dans des choses discrètes, comme une boîte à lunch préparée avec soin ou un code défectueux réparé sans en tirer gloire. Tu ne m'as jamais rien demandé. Mais c'est quelque chose que je veux te donner, non pas parce que je te suis redevable, mais parce que je crois en ce que Sophie deviendra si elle est élevée par un homme comme toi. Et peut-être que si nous avons de la chance, elle grandira dans un monde un peu moins protégé que celui dans lequel nous avons grandi. Si un jour la pluie revient, ne t'en va pas, reste. V. Plus tard dans la soirée, Graham se tenait devant le bureau de Viviane. Il n'a pas frappé, il n'a pas parlé. Il a simplement glissé l'enveloppe sous sa porte, mais avec un petit quelque chose en plus. Une simple feuille de papier. Pas de mots, juste un dessin. Au crayon, violet et vert. 3 personnages sous un parapluie géant. Un grand, un autre aux cheveux bouclés et un dernier en robe et talons qui tenait le parapluie pour les 2 autres. Une petite signature dans le coin, Sophie W, 8 ans. Le lundi suivant, Vivien ouvrit son casier. Oui, son casier. Elle avait demandé à en avoir un dans l'aile réservée au personnel. Elle avait dit aux ressources humaines que c'était un geste symbolique, mais en réalité, c'était un moyen d'être plus proche du rez-de-chaussée. À l'intérieur du casier, une note pliée était collée au fond, écrite d'une écriture familière et soignée. Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes revenu à vos racines. C'est là que les choses poussent, après tout. Merci, non pas pour la bourse, mais pour le fait que quelqu'un comme toi puisse encore changer. On dit que le pouvoir corrompt. Je pense que parfois, il isole simplement. Mais tu as laissé quelqu'un entrer dans ta vie, et c'est peut-être la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Ils ne se sont pas parlé pendant 2 jours après cela, sans raison, sans tension, juste un espace, doux comme la pause entre 2 respirations profondes. Le mercredi, Vivien se tenait dans le hall pendant 1 heure de déjeuner tranquille, regardant la pluie taper contre les portes vitrées tournantes. Dehors, New York bourdonnait comme d'habitude. Elle se retourna lorsqu'elle entendit des pas légers. Graham marchait vers elle, portant un plateau en carton avec 2 cafés et quelque chose dans un sac en papier brun. « Je te devais un déjeuner », dit-il avec désinvolture. Vivien haussa un sourcil. « Depuis quand ?»« Depuis la nuit où tu m'as appelé à 3 heures du matin et où tu as oublié de me demander si j'avais mangé. » Elle prit la tasse en souriant. « Je n'avais pas mangé, je suppose. » Ils se dirigèrent ensemble vers le salon latéral, calme, non pas le salon exécutif élégant à l'étage, mais l'ancien, niché près des installations, avec ses fauteuils en cuir grinçant et son distributeur automatique qui clignotait. Cela semblait réel. Vivien s'assit en face de lui. « Est-ce que l'ancienne toi te manque ?» Il but une gorgée de café, pensif. « La clarté me manque. La façon dont je croyais que tout avait une réponse claire. Le bien, le mal, la vérité, le mensonge. Et maintenant je sais que la vérité peut porter des bottes de travail et que les mensonges peuvent te porter du Armani. » Vivien a gloussé. « Tu viens d'insulter ma garde-robe ?»« Non, a-t-il répondu avec un sourire malicieux. Je viens de complimenter la mienne. » Elle s'est penchée en arrière, la voix plus douce. « Penses-tu que cette chose, quoi qu'elle soit,
Cet endroit entre la confiance et quelque chose de plus peut durer? Il l'a regardé attentivement, puis a répondu « Seulement si nous continuons à le choisir. » Un moment de calme à la fois. Elle acquiesça. Et pour une fois, le silence ne semblait pas créer de distance. Il semblait familier. Ce soir-là, Graham accompagna Sophie jusqu'à son lit avec son histoire habituelle et ses voix ridicules. Elle demanda au milieu du brossage de ses dents « La dame, aux beaux cheveux, a-t-elle aimé mon dessin ?» Il sourit. « Je pense qu'elle l'a beaucoup aimé. On va la revoir ?» Graham repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je pense que oui. »« Tant mieux, » murmura Sophie. « On dirait qu'elle a besoin de gens qui ne mentent pas. » Graham retint son souffle. Les enfants voyaient toujours ce que les adultes essayaient de cacher. Il embrassa son front et lui murmura « Elle apprend, comme nous tous. » Dans un monde rempli de conférences téléphoniques, de sourires factices et de tours de verre soigneusement polis, deux personnes, l'une avec un passé, l'autre avec une forteresse, avaient commencé quelque chose de radical, quelque chose de doux, quelque chose qui n'avait pas encore besoin d'un nom, mais qui pourrait un jour ressembler beaucoup à de l'espoir. La pluie revint comme si elle avait une mémoire. Ce n'était pas une tempête violente qui déchirait les eaux de la ville, ni une douce bruine qui disparaissait dans le verre. Elle était régulière, rythmée, purificatrice, comme si quelqu'un là-haut avait décidé qu'il était temps de rincer le passé. C'était un vendredi soir à Manhattan, et dans un petit appartement niché, juste après l'épicerie du coin et les boîtes aux lettres fissurées d'un vieil immeuble. Une lumière brillait à travers la fenêtre. À l'intérieur, Graham Whitaker se tenait dans la cuisine, pieds nus, les manches retroussées, retournant des crêpes sur une poêle en fonte, tandis que Sophie était assise en tailleur sur le comptoir, serrant son lapin en peluche comme s'il présidait le menu du dîner. « Papa » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil à la fenêtre. « Elle ne viendra pas. » Graham sourit doucement sans se retourner. « La pluie prend son temps. Tu as dit qu'elle n'avait plus peur de la pluie. » Il retourna une crêpe avec une aisance acquise par l'habitude. « J'ai dit qu'elle apprenait à ne plus l'être. » Sophie poussa un petit soupir, puis sauta à terre et courut vers la porte. Elle n'était pas verrouillée. Elle ne l'était jamais les soirs comme celui-ci. 3 minutes plus tard, une petite voix résonna dans le couloir. « Papa, il y a quelqu'un avec un parapluie violet à la porte. » Graham s'essuya les mains sur une serviette et se dirigea lentement vers la porte, son cœur sachant déjà avant que ses yeux ne le confirment. Elle était là, Vivien, debout devant le portail, vêtue d'un long trench coat bleu marine, les cheveux humides sous un bonnet, tenant un grand parapluie violet, exactement de la même couleur que celui qu'il avait l'habitude de porter quand Sophie était plus petite et ne pouvait s'endormir qu'en entendant la pluie tomber sur le tissu plutôt que sur la vitre. Elle ne portait pas de talons ce soir-là, juste des bottes, le genre de chaussures que l'on choisit quand on n'a pas l'intention de partir rapidement. Il ouvrit la porte, mais ne dit rien, elle non plus. Pendant 10 longues secondes, ils restèrent là, debout, la terre détrempée, la pluie fine, une ville qui continuait de bouger, et 2 personnes qui avaient finalement choisi de s'arrêter. Puis Vivien s'avança lentement et demanda d'une voix plus douce qu'il ne lui avait jamais entendue. « Est-ce que tu fais encore de la place pour les gens qui arrivent en retard ? Mais cette fois, je le pense vraiment. » Le regard de Graham s'adoucit. Il tendit la main et l'attira doucement sous l'auvent. « Je n'ai jamais attendu le bon moment, Vivien. J'espérais simplement la vérité. » Elle expira comme si elle retenait son souffle depuis le jour où ils s'étaient rencontrés. Puis, sans cérémonie, elle lui tendit quelque chose qui se trouvait dans la poche de son manteau. Une feuille de papier pliée, l'encre tachée par l'eau, maculée, mais son écriture était indéniable. Il l'ouvrit. 3 lignes. « Je ne veux pas de titre. Je n'ai pas besoin de contrôle, mais j'aimerais rester si tu veux bien de moi. » À l'intérieur de l'appartement, la lumière semblait plus chaude que d'habitude. Vivien était assise à la table de la cuisine, Sophie lui tirait la main comme si elles étaient déjà redevenues les meilleures amies du monde. « Elle a fait des biscuits, » déclara Sophie. « Je m'en souviens. » Vivien sourit. Ils avaient de la vanille en trop. « J'ai ajouté de la cannelle cette fois-ci. » Graham haussa un sourcil. « Tu as demandé la permission ?» Sophie eut l'air penaud. « Non, mais elle a l'air d'avoir besoin de cannelle. » Vivien rit, et cette fois-ci, le rire atteignit ses yeux. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent près de la petite fenêtre. La pluie continuait de tambouriner sur la vitre. La ville était floue derrière, juste des lumières vagues et des taxis lents, mais à l'intérieur, tout était clair. Viviane posa doucement sa tête contre l'épaule de Graham. Sophie s'était endormie sur le canapé, son carnet de croquis toujours serré dans une main.
Un autre croquis, cette fois-ci représentant 3 personnages dans une cuisine, un chien qu'elle espérait qu'ils adopteraient un jour, et une fenêtre où la pluie ne pénétrait pas, mais restait simplement à l'extérieur. Graham rompit le silence le premier. « Tu te souviens de cette nuit où je t'ai trouvé en train de faire semblant de dormir ?» Vivien sourit sans ouvrir les yeux. « Je me souviens avoir pensé que tu mordrais à l'hameçon. Je me souviens avoir pensé que tu avais l'air de quelqu'un qui ne s'était pas reposé depuis des années. » Elle se tourna vers lui. Sa voix était basse, respectueuse, et tu avais l'air de quelqu'un qui savait comment protéger la paix parce qu'il l'avait déjà perdue une fois. Il baissa les yeux et effleura doucement sa main avec son pouce. « Nous avons tous les deux mérité un peu de paix maintenant. » Dehors, le tonnerre grondait doucement au-dessus de la ville. Vivien s'assit et jeta un coup d'œil vers la cuisine. « Je n'ai jamais appris à faire des crêpes. Tu n'as pas besoin de savoir, » répondit Graham. « Oh, allez, » dit-elle en souriant. « Il doit bien y avoir quelque chose pour lequel je suis utile. Tu es doué pour les bourses d'études, la taquina-t-il. » Elle lui lança une serviette, puis s'arrêta et dit doucement. « J'apprends à rester Graham. C'est tout ce pourquoi je veux être utile pour l'instant. » Il acquiesça, puis dit « Alors reste, pas de contrat, pas de titre, juste ça. » Dans les jours qui suivirent, l'entreprise changea discrètement. Vivien mit en place une nouvelle politique, des bourses d'études ouvertes aux enfants du personnel occupant des postes de service. Elle l'appela l'initiative Whitaker. Elle n'en annonça jamais la raison, mais tout le monde la connaissait. Quant à Graham, il ne changea jamais de titre. Il était toujours chargé du soutien aux installations, portait toujours le même uniforme gris, mais les gens le saluaient différemment désormais. Il se tenait un peu plus droit lorsqu'il passait, et lorsque les nouvelles recrues demandaient qui il était, quelqu'un souriait généralement et répondait « C'est Graham ». Il veille à ce que les lumières restent allumées, même lorsque le système tombe en panne. Un mois plus tard, alors que les dernières feuilles d'automne jonchaient les trottoirs de Manhattan, Graham trouva à nouveau un mot collé sur son casier. L'écriture de Vivien. Une seule phrase, cette fois-ci. « Je n'ai plus peur de la pluie ». Il sourit et colla une réponse en dessous. « Tant mieux, car les prévisions annoncent des années de pluie. Et j'ai acheté un deuxième parapluie. » Ce soir-là, dans une cuisine trop petite pour contenir tout l'espoir qui y régnait, ils préparèrent à nouveau des crêpes, l'une brûlée, l'autre bancale, l'autre parfaite, tandis qu'à l'extérieur, la pluie continuait de tomber doucement et régulièrement. Ce n'était ni une menace, ni un test, juste un rappel que parfois, les plus beaux débuts commencent par un retour tranquille. Et c'est peut-être ça, la vraie vie. Pas les moments qui font le buzz, pas les trophées ou les titres, mais les petites attentions discrètes que personne ne remarque. Les gens qui restent quand la tempête revient, et le courage qu'il faut pour faire à nouveau confiance après que tout a été brisé. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui vous a rappelé à quoi ressemble la bonté quand le monde l'a oublié? Si vous avez vécu une histoire comme celle-ci, ou en avez été témoin, partagez-la dans les commentaires ci-dessous, car quelque part, votre histoire pourrait être l'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin ce soir. Et dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous aimons savoir où nos histoires trouvent leur chemin.